Alors que beaucoup considéraient les nouvelles avancées, comme les automobiles de Henry Ford, comme l'accomplissement de la promesse du rêve américain, beaucoup d'autres, comme le révérend docteur Henry Van Dyke de Princeton, voyaient l'avènement de la musique jazz comme une menace pour ce mode de vie même. Si je comprends bien, ce n'est pas de la musique. Ce n'est qu'une irritation des nerfs de l'ouïe, une excitation sensuelle des cordes de la passion physique. Sa faute ne réside pas dans la syncope, car c'est un procédé légitime lorsqu'il est utilisé avec parcimonie. Mais le jazz est une cacophonie totale, une combinaison de sons désagréables et de dissonances compliquées, une laideur volontaire et une vulgarité délibérée. Pour certains, il représentait la vie déviante et même dégénérée de ceux qui passaient leur nuit dans les bars clandestins, dans des clubs enfumés et sordides où des hommes et des femmes de différentes races et croyances se retrouvaient pour danser et boire de l'alcool. Dans un article d'Ancho Faulkner intitulé « Le jazz associe-t-il la syncope au péché ?», l'auteur écrit « On nous a tous appris à croire que la musique adoucit les mœurs, mais nous n'avons jamais pris le temps de considérer qu'un tout autre type de musique pourrait éveiller des instincts sauvages. Nous nous sommes contentés d'accepter toutes sortes de musique et d'admettre la musique sous toutes ses formes dans nos foyers, simplement parce que c'était de la musique. Il est vrai que, souvent, le père et la mère ont préféré une vieille chanson ou danse favorite ou un air d'opéra au dernier succès populaire qui a trouvé sa place dans le cercle familial. Mais après tout, les jeunes doivent être divertis et amusés. Et même les parents à l'ancienne n'appréciaient pas la musique de danse de l'époque. Ils pensaient que cela ne pouvait vraiment pas faire de mal, puisque c'était de la musique. Par conséquent, c'est un réveil plutôt brutal pour beaucoup de ses parents de découvrir que l'Amérique fait face à une situation très grave concernant sa musique populaire. Les travailleurs sociaux nous disent que jamais dans l'histoire de notre pays, il n'y a eu de conditions aussi immorales parmi nos jeunes. Et dans les enquêtes menées par de nombreuses organisations concernant ces conditions, la faute est attribuée à la musique jazz et à son influence néfaste sur la jeunesse d'aujourd'hui. Jamais de telles danses scandaleuses n'avaient été permises dans les salons privés ou salles de bal publiques. Et jamais on n'a utilisé pour accompagner la danse une combinaison aussi étrange de tonalités et de rythmes que celle produite par les orchestres de danse d'aujourd'hui. Certainement, si cette musique est en quelque sorte responsable de la situation et des actes immoraux que l'on peut attribuer à l'influence de ces danses. Le speakeasy fut le premier endroit où les musiciens de jazz, dont beaucoup étaient afro-américains, pouvaient jouer. Bien que ce fait n'ait certainement pas aidé à renforcer la réputation du jazz, une autre avancée y a contribué. La radio. La radiodiffusion à grande échelle a été introduite en 1922 et avec elle, de nombreux styles de musique différents ont également été diffusés. Des concerts et des performances en studio pouvaient être diffusés dans les foyers à travers tout le pays et le public pouvait écouter de la musique jazz sans jamais avoir à mettre les pieds dans un speakeasy. Tandis que dans les banlieues et les zones rurales, les chanteurs de jazz blancs restaient les interprètes préférés, si toutefois la musique jazz était diffusée. Mais dans les villes, surtout à New York et à Chicago, des artistes comme James P. Johnson et Louis Armstrong firent leur apparition sur les ondes et dans le paysage culturel des années folles. Bien que nous puissions remercier les speakeasies et la radio pour la prolifération de la musique jazz dans les années 20, les propriétaires, exploitants et fournisseurs des speakeasies se livraient souvent à toutes sortes de trafics illicites. Jeux d'argent, drogues et prostitution. Bien avant la prohibition et l'essor du crime organisé provoqué par le commerce illégal d'alcool, les gangsters étaient déjà les pourvoyeurs du plus vieux métier du monde. Le fléau social est aussi vieux que l'humanité. Aussi loin que l'histoire remonte,
on trouve des preuves de son existence et du terrible trafic qui en découle. De la sauvagerie à la civilisation moderne, les femmes ont été esclaves de la brute qui vit en l'homme. Elles ont été capturées, vendues pour le profit, et n'ont guère eu leur mot à dire. Le Moyen-Âge regorge de données sur cette phase triste et honteuse de la vie. L'aube de l'ère chrétienne, avec son enseignement de la pureté et de la chasteté, a introduit un ascétisme extrême. Une position radicale était nécessaire là où la civilisation semblait être devenue folle de sexe. Les bordels, maisons closes, maisons de débauche étaient quelques-uns des noms utilisés pour désigner les maisons de mauvaise réputation. Souvent, on pouvait trouver des femmes, des jeux d'argent et de l'alcool au même endroit, le tout appartenant et géré par des gangsters. Tout cela était pratiquement ignoré par la police. L'application efficace des lois contre le vice nécessite des policiers honnêtes et compétents. Tant que les maisons de prostitution et les prostituées individuelles peuvent être contraintes de verser de l'argent pour obtenir une protection et éviter l'arrestation, l'intervention de la police n'est qu'une question d'opportunité. C'est un fait bien connu, bien qu'il soit rarement possible de le prouver légalement, que les policiers dans la plupart des grandes villes ont tiré profit du vice. Des tenancières de maisons ont déclaré avoir versé des milliers de dollars à la police pour ouvrir leurs établissements et obtenir leur protection. Si les policiers n'étaient pas assez audacieux pour collecter l'argent eux-mêmes, ils employaient un agent familier des méthodes du milieu. Ces sommes variaient selon le nombre de pensionnaires dans la maison et les tarifs pratiqués. La police savait si la maison était une maison à $1 ou à $10 et si elle comptait 10 ou 20 pensionnaires. Les filles louant des chambres, les maisons de rendez-vous, ainsi que les gérants et les occupants d'appartements malfamés affirment que la police leur imposait directement des prélèvements. Un ancien capitaine de police de New York a avoué que les officiers de son district avaient prélevé des revenus sur des hôtels et maisons malfamés et qu'il avait partagé les bénéfices de ces prélèvements. Un lieutenant de police, qui a payé de sa vie pour le meurtre d'un joueur qui s'était lui-même déclaré joueur, avait tiré profit des établissements malfamés ainsi que des maisons de jeu et avait organisé des descentes, dans le seul but d'exiger ce tribut. Lors d'une audience du conseil municipal de Chicago en 1912, après la fermeture de 2 quartiers de vice et le renvoi de plusieurs responsables de la police, l'avocat de l'organisation poursuivant les exploiteurs a présenté une page d'un registre à feuillet mobile montrant que le petit établissement malfamé payait $210 et 51 cents par semaine pour la protection de la police. Il a estimé que la police collectait plus de 2 millions de dollars par an auprès des établissements du quartier. Les premiers exemples de corruption causés par le crime organisé en Amérique proviennent des activités des bordels dans le quartier chaud de n'importe quelle ville. Des élus locaux aux policiers de quartier, les représentants du gouvernement travaillaient main dans la main avec les gangsters pour tirer profit de la prostitution. Avec un système en place pour apaiser les préoccupations du public et donner l'impression que la loi était appliquée. Cela se faisait souvent au détriment des travailleuses, comme le détaille Maud Haddon dans son livre de 1915, L'esclavage de la prostitution. Des femmes faisant le trottoir à New York m'ont dit ouvertement devoir payer pour marcher sur certaines artères sans être inquiétées. Elles étaient obligées de limiter leur racolage à des quartiers bien définis, correspondant au secteur de patrouille du policier. Si elles dépassaient ces limites, elles pouvaient être arrêtées. Une fille qui s'est rebellée contre le système m'a dit un soir au tribunal de nuit « J'avais payé pour travailler dans la 34e rue et je trouve vraiment injuste de m'être fait arrêter simplement parce que ce soir, je me suis retrouvée dans la 35e rue. » Bien que beaucoup aient raconté des histoires de corruption, peu ont apporté de preuves pour étayer leurs accusations. Un soir, 2 filles qui ont admis être des prostituées sont entrées dans un poste de police et ont porté plainte contre 2 inspecteurs qui leur réclamaient de l'argent sous peine d'arrestation. Les agents demandaient une grosse somme, mais ont accepté $3 après que les femmes ont insisté qu'elles n'avaient pas plus. Les femmes étaient souvent forcées à se prostituer ou obligées de rester prostituées par crainte de représailles violentes infligées par leurs proxénètes
et d'autres figures du milieu. Le pouvoir du gang dans le contrôle des femmes est démontré par la capacité de ses chefs à leur imposer leur volonté. 2 jeunes femmes, Myrtle R. et Barbara H., après avoir témoigné contre 3 gangsters, ont été tellement intimidées qu'elles sont revenues sur tous leurs témoignages et ont de nouveau été placées sous le contrôle du gang. Pendant un certain temps, elles avaient été associées aux membres du gang et gagnaient de l'argent pour eux par la prostitution. Doyle, qui avait juré de se venger du chef de gang Maiden pour avoir enlevé Myrtle, a été abattu et tué dans un saloon du côté ouest de New York par 2 hommes de Madden. La nuit du meurtre, Barbara était assise avec un jeune marin à une table au fond du saloon. Elle a entendu les coups de feu et lorsqu'elle a couru hors du saloon, elle a vu Madden de l'autre côté de la rue, sa casquette rabattue sur les yeux et les mains dans les poches de son pull. Plus tard, elle a rejoint Myrtle et Madden au restaurant, qui était le repère du gang. Cette nuit-là, Myrtle est allée avec Madden dans un appartement de la 30e rue Ouest, où elle l'a entendu raconter comment il avait ordonné à ses hommes de tuer Doyle, puis écouter les tueurs à gages raconter le meurtre à leur chef. Au début, Myrtle ne voulait pas dire la vérité, déclarant qu'elle serait assassinée si elle le faisait. Cependant, avant le procès final, elle avait changé d'avis. Malgré les menaces et les regards des gangsters, elle a dit la vérité à la barre des témoins. Lorsque l'avocat du tireur l'a interrogée sévèrement, elle a expliqué « Je suis retournée à mon église et à ma religion et j'ai décidé de dire la vérité. » La condamnation et la peine des 3 hommes ont vite suivi. Les 2 tireurs ont été condamnés à 13 et 18 ans et le chef de gang Madden a une peine de 10 à 20 ans. Avec la perte de son chef, le gang craignait de perdre en prestige et en pouvoir. Les 2 jeunes femmes recevaient constamment des menaces, disant qu'elles seraient tuées et que les tireurs s'étaient vus offrir 150 $ pour les abattre. Elles s'en sont plaintes au procureur de district et ont été envoyées hors de la ville. En peu de temps, le gang avait pris le contrôle sur elles, les éloignant de leur foyer et leur faisant signer des déclarations sous serment rétractant les témoignages ayant envoyé les tireurs en prison. Avec l'indignation morale suscitée par la prostitution institutionnalisée, sont également venues des statistiques alarmantes sur la santé physique et mentale. Dans le rapport Vice et santé de 1921, le docteur John Clarence Funk énumère quelques statistiques macabres de l'époque. 33% de toutes les prostituées sont considérées comme déficientes mentales. 90% de toutes les infections syphilitiques chez les hommes proviennent des prostituées, qu'elles soient professionnelles ou occasionnelles. 50% de toutes les femmes atteintes de syphilis ont été infectées innocemment. 70% des femmes qui se sont rendues à l'hôpital de New York pour un traitement contre les maladies vénériennes étaient des femmes mariées respectables infectées par leur mari. 85% des femmes mariées atteintes de syphilis l'ont contracté de leur mari. 15% de toutes les premières admissions à l'hôpital psychiatrique de l'État de New York sont attribuables à la syphilis. En dépit des effets néfastes sur la santé et la sécurité, la prostitution a continué de prospérer. Elle est restée un volet rentable de nombreuses activités criminelles. On raconte qu'Al Capone n'aimait pas ce commerce et qu'il a essayé d'éloigner le Chicago Outfit de cette pratique après avoir pris le contrôle de l'opération. Mais les revenus provenant des maisons closes ne pouvaient pas être ignorés. Comme la danse et la boisson, le sexe devenait l'un des passe-temps favoris des Américains. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la production d'autres contenus historiques captivants, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.